Alors, dans la première séance du cours de Talophyte, nous avons étudié les particularités de la cellule algale. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons étudier la structure du thalle, sa croissance et sa ramification. L'organisation du thalle est très variée. Du plus simple au plus complexe, on distingue l'archétale, le nématotale et le cladon. Alors, on commence par l'archétale. Alors, l'archétale, c'est le thalle le plus simple. Arché, ça veut dire ancien. Il est caractérisé par une cellule unique ou plusieurs cellules, toutes semblables entre elles. Ces cellules se divisent par bipartition végétative ou peuvent se transformer en organes producteurs de gamètes ou de spores. Il existe différents types d'archétales. L'archétale d'abord unicellulaire, formée par une seule cellule. Si après bipartition cellulaire, c'est-à-dire après mitose, les cellules s'isolent les unes des autres, on parle d'archétale dissociée. Alors, exemple d'algue, Cosmarium. L'archétale unicellulaire est dite monadoïde, monas ça veut dire unité, lorsque chaque cellule fille est mobile grâce à un ou plusieurs flagelles. C'est le cas d'une algue qui s'appelle Euglena. Si chaque cellule reste immobile, sans flagelle, on parle dans ce cas d'archétale cocoïde. On a l'exemple d'une algue avec archétale cocoïde, Chlorella. On peut également parler d'archétale cocoïde dissociée, l'exemple d'algue comme on trouve chez Cosmarium, ou d'archétale monadoïde dissociée comme chez Chlamydomonas. Quand la bipartition est remplacée par la sporulation, l'individu unicellulaire se transforme en sporocyste et chaque spore libéré donne un archétale unicellulaire. Alors ici, nous avons donc l'exemple d'archétale unicellulaire. Le premier exemple, c'est l'archétale dissociée cocoïde. Alors nous avons, voilà, l'algue Cosmarium avec un archétale unicellulaire. Après bipartition, donc division par mitose du noyau et du cytoplasme, et formation de deux Cosmarium fils. Ces deux Cosmarium sont immobiles et dissociés. Donc on parle d'archétale dissociée cocoïde. Lorsque vous avez donc une algue mobile à l'aide d'un flagelle, comme chez Euglena, après bipartition cellulaire, formation de deux euglénaphies mobiles et dissociées, on parle d'archétale dissociée monadoïde. Un autre exemple donc d'archétale dissociée monadoïde et cocoïde, avec des exemples donc de sporulation. Alors nous avons ici un Chlamydomonas, ça a le noyau, les plastes ou un seul plaste pariétal et le pyrénoïde. Alors à un certain moment, ce Chlamydomonas va donc se transformer en sporocyste et à l'intérieur vous avez des spores. Ce sont des zoospores, ils sont mobiles, donc ils sont libérés et ils sont mobiles. C'est un archétale dissocié monadoïde. Le cas de Chlorella donne l'exemple d'un archétale dissocié cocoïde. Chlorella, c'est une algue unicellulaire immobile. À un certain moment, l'algue va se transformer en sporocyste. Elle va donner 4 autospores. Après, vous avez donc rupture de la paroi du sporocyste et libération de 4 autospores dissociés qui ont germé pour donner donc 4 Chlorella phi. C'est un archétale dissocié cocoïde. Alors, maintenant le deuxième type d'archétale. Nous avons vu l'archétale unicellulaire.
maintenant l'archétal colonial. On parle d'archétal colonial ou cénobial lorsque les cellules sont réunies en colonies ou en cénobes, avec un nombre déterminé de cellules. Alors, le schéma suivant montre donc 3 exemples. Le premier, chez l'algue Endorina, vous avez donc un archétal colonial formé par des cellules, alors ou par donc des individus. Alors ces individus sont spécialisés dans leurs fonctions. Nous avons par exemple 4 individus unicellulaires végétatifs au pôle antérieur qui assurent la nutrition et le déplacement, et vous avez 4 individus germinatifs au pôle postérieur qui assurent la reproduction chez Endorina. Le deuxième exemple, Chenedesmus. Donc Chenedesmus, chez cette algue, vous avez 4 cellules ou 4 individus formant une colonie. Donc c'est un archétal colonial. Chez l'algue Pédiastrum, vous avez 16 individus, donc chaque groupe de cellules ou d'individus se spécialise dans une fonction. Par exemple, ici, vous avez cette cellule qui se transforme en sporocystes pour libérer des spores. Les spores sont mobiles, ce sont des zoospores. Vous avez des photos qui montrent donc une colonie d'individus unicellulaires, un archétal donc colonial chez Pandorina. Vous avez la photo et vous avez le schéma qui montre donc des archétales unicellulaires mobiles grâce à chaque individu porte 2 flagelles, mais l'ensemble forme une colonie. Ici, vous avez une autre photo qui montre une colonie plus importante chez l'algue Volvox. Donc, vous avez plusieurs colonies là, à fort grossissement. Vous voyez, donc, ce sont des individus unicellulaires, mais qui vivent en colonie, ce qu'on appelle un archétal colonial. Alors, le troisième type d'archétal, c'est l'archétal pluricellulaire. Lorsque les cellules ou individus sont englobés dans un mucilage commun, on parle d'archétal palméloïde. Donc, c'est un archétal pluricellulaire palméloïde. L'exemple d'une algue qui s'appelle Cylindrocystis. Quand l'archétal pluricellulaire est filamenteux, sous forme de filament, sans base ni sommet, non fixé, et toutes les cellules se divisent par bipartition transversale, on parle d'archétal trochoïde. Exemple d'algues Zygnema, Spirogyra. Alors, ce schéma montre donc un archétal pluricellulaire, palméloïde, comme chez Cylindrocystis, les individus ou les cellules se trouvent dans un mucilage. 4 individus, donc dans un mucilage. Le deuxième cas, c'est le cas d'un archétal pluricellulaire trochoïde, où vous avez donc l'archétal sous forme de filament, ici chez Zygnema. Donc vous avez une cellule avec 2 chloroplastes étoilés, le noyau, la paroi cellulaire, donc qui forme donc un filament. C'est un archétal pluricellulaire trochoïde. Voilà un tal ou un archétal pluricellulaire filamenteux trochoïde. Vous avez un autre exemple de tal filamenteux archétal pluricellulaire, le cas de Spirogyra. Alors, le quatrième type d'archétal, c'est ce qu'on appelle
archétale amoeboïde ou plasmodiale. Quand les cellules sont dépourvues de parois rigides, on parle d'archétale nue ou amoeboïde. Dans ce cas, il y a division du noyau sans division du cytoplasme. On a donc une masse cénocytique renfermant de nombreux noyaux. Alors, ce type de thalle, on le trouve chez les chrysodignales. On parle aussi d'archétale amoeboïde quand le plasmode présente un seul noyau. L'exemple des rhizodignales. Alors, vous voyez ici, donc, vous avez une cellule nue. Alors, là, ça peut être la paroi d'un zygote ou la paroi d'une spore. Libération d'une cellule uninucléée. Après, donc, division du noyau sans division du cytoplasme. Ça donne une masse cénocytique avec plusieurs noyaux. C'est un jeune plasmode. Ce jeune plasmode peut donc devenir âgé et vous avez la déchirure au niveau du cytoplasme. C'est trop que vous voyez ici. Donc ce sont des déchirures au niveau du cytoplasme de cet archétale amoeboïde âgé. Alors le deuxième type de thalle, nous avons donc vu l'archétale, c'est le thalle le plus primitif. On passe maintenant au deuxième type de thalle qu'on appelle le nématotale. Néma, ça veut dire filamenteux. Les nématotales sont tous filamenteux. On les appelle aussi prototales. Alors, les nématotales, ou ce qu'on appelle prototales, concernant des algues filamenteuses, ils dérivent d'un archétale unicellulaire ou non. L'archétale générateur engendre des filaments nématotaliens rampants sur lesquels peuvent se développer des filaments nématotaliens dressés. On distingue plusieurs types de nématotales. Le premier type, ce qu'on appelle le type hétérotriche, c'est le type complet. Quand les deux catégories de filaments existent, rampants et dressés. Le type prosté, quand le nématotale est réduit à des filaments rampants. Le type érecté ou dressé, le thalle est réduit à des filaments dressés. Alors, les filaments rampants, par contre, n'existent pas. Le schéma suivant montre donc les différents types de nématotales. Alors le premier, c'est un nématotale complet, hétérotriche. Il porte les filaments donc rampants et les filaments dressés. Le deuxième, donc ce qu'on appelle le nématotale donc dressé, lorsque les filaments rampants n'existent pas. Et c'est uniquement les filaments dressés ou érectés. Le troisième type, c'est ce qu'on appelle le nématotale prostré, lorsque les filaments dressés sont absents et il ne reste que les filaments donc rampants ou prostrés. Alors maintenant, on va voir les différents types de filaments. Alors les filaments d'abord aplostiques, le filament aplastique, il est cloisonné et constitué d'un seul fil de cellules. Aplous, ça veut dire simple. Le filament polystique, il comprend plusieurs rangées de cellules. Le filament siphonné est entièrement dépourvu de cloison, sous forme de siphon. Le filament hémisiphonné, il est constitué d'articles plurinucléés. Alors vous avez ici donc différents types de filaments. Alors tout d'abord on commence par un filament aplastique. Il est formé par une seule rangée de cellules. Chaque cellule porte un noyau. Et quand la bipartition se fait d'une façon longitudinale, elle peut nous donner plusieurs couches de cellules. C'est ce qu'on appelle le filament polystique.
Alors, ce filament polycystique, il peut former un tube comme chez l'algue Enteromorpha intestinalis. Le tube à parois monostromatiques. Alors, vous avez ici, on fait une coupe transversale. Voilà, l'algue se présente comme ça. Si on fait une coupe transversale, on va voir que donc le thalle est formé par une seule couche de cellules en coupe transversale. C'est ce qu'on appelle tube à parois monostromatiques. Alors, dans le cas toujours de filament polycystique, on peut avoir aussi un autre exemple de tube, un autre exemple de thalle monostromatique ou nématotale monostromatique, lorsque, par exemple, chez Monostroma fuscum, on fait une coupe transversale du thalle, c'est une lame foliacée, donc un nématotale sous forme de lame foliacée. Si on coupe donc transversalement, on va voir que cette lame est formée par une seule couche de cellules. Donc, c'est un filament monostromatique. Alors, le deuxième cas, c'est chez Ulva lactuca. Là aussi, vous avez un nématotale, et ce nématotale est sous forme d'une lame foliacée. Quand on fait une coupe transversale, on va voir qu'il y a deux couches de cellules. Ça veut dire que c'est un filament polycystique formé par deux couches de cellules. C'est un filament polycystique polystromatique. Vous avez ici donc Ulva l'algue, une photo de l'algue, Ulva lactuca. Donc c'est une lame foliacée, c'est un nématotale. Et si on fait une coupe transversale, vous voyez les deux couches de cellules. Chaque cellule contient un noyau, un chloroplaste et les pyrénoïdes entourés de grains d'amidon. Si on prend le cas d'Enteromorpha, on voit donc sur la photo le thalle, c'est un nématotale sous forme de tube. Si on fait une coupe transversale, on va voir donc une seule couche de cellules. Alors le troisième type de thalle, c'est ce qu'on appelle le cladome. Le cladome, c'est la structure la plus complexe du thalle. On le trouve chez les algues les plus évoluées. Alors les thalles cladomiens représentent les degrés de complication structurale les plus grands. Ils proviennent d'un petit nématotale appelé protonéma, comparable à un thalle hétérotriche, c'est-à-dire un nématotale hétérotriche, dont certains filaments dressés s'allongent et deviennent chacun l'axe du cladome primaire. Le thalle cladomien est donc un système de filaments à croissance terminale ou subterminale illimitée, constituant des axes primaires, secondaires, tertiaires. Ces axes donnent latéralement naissance à des filaments à croissance limitée que l'on appelle rameaux latéraux ou pleuridie. Un cladome peut être uniaxial, l'axe est constitué d'un filament unique, ou multiaxial, axe formé de plusieurs filaments axiaux et parallèles. Chez les algues à structure siphonnée, c'est-à-dire il n'y a pas de cloison, les filaments cénocytiques à croissance terminale peuvent également montrer des différenciations entre siphons axiaux et siphons latéraux. On peut donc parler de la structure cladomienne siphonnée uniaxiale, comme chez l'algue Bryopsis, ou multiaxiale, comme chez Codium. Alors le schéma suivant montre les différents types de cladome. Alors vous avez pour le schéma A, vous avez un cladome uniaxial. Vous avez donc les filaments prostrés et vous avez un axe dressé à croissance continue et vous avez des pleuridies à croissance limitée. Alors, si on fait une coupe transversale au niveau de l'insertion des pleuridies, on va voir donc l'axe au milieu et les pleuridies. Ce que vous voyez ici, c'est un axe cladomien secondaire.
Alors, pour le schéma B, alors ici, vous voyez les filaments prostrés et plusieurs axes. Donc, c'est un cladome multi-axial. Et au niveau donc du cladome sont insérées ces ramifications latérales à croissance limitée, ce qu'on appelle les pleuridis. Quand on fait une coupe transversale au niveau donc des pleuridis, on va voir les différents types d'axes et les pleuridis à croissance limitée. Alors ici, vous avez aussi un schéma d'un cladome uniaxial primaire avec un autre axe ou cladome secondaire. Vous avez aussi les pleuridis. Chez Antitamion plumula, c'est une algue rouge. On voit, donc c'est une rhodophycophyte, on voit l'axe primaire, l'axe secondaire et vous avez les pleuridis. Ces ramifications à croissance limitée. Ici, un exemple d'une algue verte, Cara, donc qui montre un tas sous forme de cladome. Vous voyez l'axe primaire, l'axe secondaire et ces ramifications verticillées, ce sont les pleuridis. Une autre photo qui montre donc toujours des axes et des pleuridis. Maintenant, on passe à la croissance et la ramification chez les algues. Alors que la définition de la croissance correspond à une augmentation de la quantité de matière vivante. Chez les thalles unicellulaires, la taille augmente sans division du noyau. La croissance n'est donc pas accompagnée de division cellulaire, elle n'est pas accompagnée de mitose. Par contre, chez tous les organismes pluricellulaires, la croissance est toujours accompagnée de division cellulaire. Alors, on va commencer tout d'abord par la croissance en longueur des thalles pluricellulaires. Vous avez plusieurs types de croissance. Alors, le premier type, c'est la croissance diffuse. Lorsque toutes les cellules d'un thale sont capables de se diviser par bipartition végétative, on parle d'une croissance diffuse. C'est le cas de tous les archétales, pluricellulaires bien sûr, on parle de filaments athélomiques. Le deuxième type de croissance, c'est la croissance intercalaire. C'est une croissance localisée, car seules certaines cellules du filament peuvent se diviser vers le haut et vers le bas. C'est le cas des nématothalles filamenteux et des thalles cladomiens. Alors ici, vous avez le premier schéma, c'est pour vous montrer la croissance d'un thale unicellulaire. C'est une croissance en division cellulaire. Montrons ici un thale avec le noyau. Donc ici, le thale présente l'appareil reproducteur ou la fonction reproductrice par ce chapeau, mais il y a toujours un seul noyau. Alors par contre, la croissance en longueur, vous voyez, on a le premier type, c'est la croissance diffuse. Vous avez un filament ici, cloisonné. Chaque cellule est capable de se diviser par mitose, par bipartition transversale pour assurer la croissance en longueur. Pour la croissance intercalaire, seules quelques cellules qui peuvent, du filament qui assure la croissance en longueur. Le troisième type de croissance en longueur, c'est ce qu'on appelle la croissance trichothalique. C'est un cas particulier de la croissance intercalaire qui devient subterminale. Par leur division des cellules, engendre au-dessous d'elles de nouvelles cellules du filament axial et vers le haut des cellules plus étroites s'allongeant sans portée de ramification. Le quatrième type de croissance, c'est la croissance terminale, ce qu'on appelle aussi apicale. Dans ce cas, l'axe se termine par une cellule initiale
actif qui donne par cloisonnement transversal vers le bas des cellules du filament axial. On parle dans ce cas de filament télomique. Alors ici, vous avez donc troisième type de croissance en longueur, ce qu'on appelle la croissance tricotalique. Il y a une cellule subapicale, c'est-à-dire au-dessus de la cellule apicale, qui va subir une mitose et va engendrer deux cellules, une cellule étroite vers le haut, qui ne se divise pas, et une autre cellule en bas, donc, et on a comme ça un filament qui est très étroit vers le haut. Le quatrième type de croissance, c'est la croissance terminale. Vous voyez donc une cellule apicale terminale qui est responsable de la croissance en longueur. Les autres cellules restent donc inactives. Seule la cellule terminale. Et on parle d'un filament télomique. À la différence de la croissance diffuse, on parle d'un filament atélomique. Alors dans le cas d'un filament siphonné, donc sans cloison, ce sont les noyaux actifs du filament vers l'extrémité qui vont subir des mitoses et qui vont assurer la croissance en longueur. Alors maintenant, on passe à la croissance en épaisseur. Pour les filaments polystiques, la croissance en épaisseur est assurée par la division des cellules dans le sens longitudinal. La croissance peut se faire par condensation des pleuridiers autour de l'axe formant un cortex pleuridien lorsque l'archétal est un cladon. L'exemple de l'algue Leptosiphonia. La croissance peut se faire par cortication. Les pleuridies sont fixés sur l'axe par l'intermédiaire d'une cellule coxale. De cette cellule vont naître des filaments corticants qui recouvrent l'axe vers le haut et vers le bas. Alors, vous avez ici le cas, donc la croissance en épaisseur, dans le cas d'un filament polystique avec plusieurs rangées de cellules. Donc, la division se fait dans le sens longitudinal, par bipartition longitudinale des cellules pour assurer la croissance en épaisseur. Ici, vous avez le cas d'une algue brune, fucus. Alors ici, donc la croissance en épaisseur dans un cladon se fait par cette cellule coxale qui se trouve à la base des pleuridies. Cette cellule va se diviser transversalement, formant des filaments pleuridiens corticants de part et d'autre, donc de l'axe pleuridien, assurant la croissance en épaisseur. Maintenant, on va voir la ramification chez les algues. Alors, vous avez le premier type de ramification, la ramification latérale. Alors, chez les individus aplostiques, des filaments secondaires se mettent en place sur le filament principal. C'est la ramification latérale. Le deuxième type de ramification, la ramification dichotomique. Dica, ça veut dire en deux tomes ou sections. Une cellule initiale se divise longitudinalement en deux cellules initiales phi. Chacune donne naissance à un rameau-fils qui s'allonge à la même vitesse. Ils ont donc même longueur, c'est la croissance dichotomique. Chez les filaments siphonnés, on peut trouver les mêmes types de croissance et de ramification. Dans ce cas, ce ne sont pas les cellules localisées actives qui sont responsables, mais un ensemble de noyaux qui se multiplient activement. Alors ici, vous avez un schéma qui montre donc la ramification latérale et la ramification dichotomique. Chez les structures cloisonnées, hémisiphonées et siphonnées. Donc, dans le cas
d'un filament aplastique. Vous voyez, donc c'est la ramification. À un certain moment, une cellule initiale va se diviser longitudinalement par bipartition. Elle va donner une ramification latérale. La même chose donc pour les deux cas. Pour la ramification dichotomique, on a un rameau aplastique. Vous avez la cellule initiale terminale, va se diviser en deux cellules, disons longitudinale, elle va donner deux cellules filles. Chaque cellule fille va se diviser transversalement et en même temps, donc les deux cellules en même temps, et ils vont donner deux rameaux identiques qui ont la même vitesse de croissance, la même longueur. C'est la ramification dichotomique. Alors la prochaine séance, on va voir la reproduction, c'est la reproduction. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.